Le Black Friday pointe à l'horizon. Ah, ce jour magique où les sèche-cheveux deviennent rares, les loot slips des objets de désir et toutes les promos des occasions inratables. Ça part comme des petits pains, demain il n'y en aura plus, offre valable jusqu'à minuit seulement. La ficelle est tellement grosse que c'est une corde. Et pourtant, ça marche. Alors c'est quoi le secret de la rareté ? On va s'intéresser à une expérience menée par Stephen Warshall et Jerry Lee en 1975. C'est certainement pas la première mise en évidence de ce biais, puisque je pense bien que les marchands du Moyen-Âge, les forains ou les camelots connaissaient déjà intuitivement la puissance de la rareté. Mais ces travaux sont les plus célèbres dans le domaine, parce qu'ils sont à la fois simples et spectaculaires. Les deux psychologues de l'Université de Virginie ont recruté un panel d'étudiantes pour mener quelques expériences sur un bocal de cookies. Leurs cobayes devaient évaluer l'attrait des cookies, leur goût et combien ils étaient prêts à payer pour s'en procurer. Il y avait d'abord deux scénarios simples. On présentait à certaines étudiantes un bocal complet avec 10 cookies et à d'autres un bocal presque vide où il restait que 2 cookies. Les cookies étaient jugés plus attirants et meilleurs quand il y en avait moins. Et les cobayes étaient prêtes à les payer 23% plus cher. On a donc déjà une première démonstration éclatante que ce qui est rare est cher, quand bien même les gâteaux sont exactement identiques. Ensuite, ça se complique un peu. Dans le panel qui voyait au départ un bocal avec 10 cookies, l'expérience s'arrêtait là pour le premier tiers, le groupe témoin. Pour le deuxième tiers, au moment de leur servir un cookie, les psychologues faisaient semblant d'être maladroits et 8 cookies tombaient par terre. Résultat, les cookies rescapés devenaient meilleurs de 11%. Enfin, pour un troisième tiers, un deuxième psychologue entrait dans la pièce et venait retirer 8 cookies du bocal pour, soi-disant, les apporter à un autre groupe dans la pièce d'à côté. Et là encore, les cookies rescapés devenaient plus désirables, cette fois de 26%. Ce qu'on voit, c'est que plus la rareté augmente, plus la valeur augmente. Au point même que la valeur des cookies devenue rare à cause de la demande dans la pièce voisine finit par dépasser la valeur que donnait le groupe pour lequel les cookies avaient toujours été rares. Ouais, c'est pas faux. Du côté de ceux qui avaient commencé l'expérience avec 2 cookies, il y avait aussi 3 groupes. Et là encore, le premier tiers était l'échantillon témoin. Pour le deuxième tiers, un psychologue entrait dans la pièce et ramenait 8 cookies, annoncés comme un retour d'un bocal dans une autre pièce, où ils n'avaient pas eu de succès. Vous vous en doutez, ça a fait chuter l'attractivité des gâteaux, les étudiantes les trouvant près de 30% moins attirants. Enfin, on avait là aussi une simulation d'accident, puisque pour le dernier tiers, le psychologue revenait avec ses 8 cookies supplémentaires, prétextant cette fois qu'il y avait eu une erreur de répartition. Et ça rendait les cookies moins sexy, mais de façon plus modérée, seulement de 17%. C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Ce que toutes ces expériences démontrent, c'est que la rareté nous influence. Déjà en elle-même, puisqu'on a vu que les cookies sont plus attirants si on a 2 que si on a 10. Mais la rareté nous influence ensuite un peu plus si elle évolue. Une ressource abondante devient rare, et encore plus si elle évolue à cause de la demande. Une ressource abondante devient rare et risque de devenir encore plus rare puisque la demande est forte. On a une dimension de preuve sociale là-dedans. Ces cookies doivent être super bons puisque beaucoup d'autres personnes se sont jetées dessus ou prévoient de le faire. On a surtout, au-delà de la rareté, une influence de la raréfaction sur nos réactions que les psychologues expliquent par la réactance. La réactance, c'est un phénomène par lequel on réagit à la restriction de nos libertés ou de nos choix, ici notre liberté de manger des cookies, en se révoltant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de chances qu'une révolution éclate quand la situation va plutôt bien et que d'un coup on traverse une crise, plutôt que quand la situation a toujours été mauvaise et qu'elle reste mauvaise. Ce qui nous fait réagir, c'est la perte soudaine et notre fameuse aversion à la perte dont on a déjà parlé, pas l'absence de liberté. Alors je suis rentré dans le détail pour l'expérience des cookies, mais je voudrais pas que vous pensiez que ce phénomène s'applique qu'à l'industrie des petits gâteaux. Un étudiant de Robert Cialdini à l'université d'Arizona, Amran Kimchinsky, a par exemple étudié l'influence de la rareté sur les ventes de viande. Quand il informait des acheteurs d'une pénurie à venir sur les approvisionnements en bœuf, il se mettait à en acheter 3 fois plus. Et si jamais il ajoutait qu'ils étaient les premiers informés, ils en achetaient carrément 6 fois plus. On voit donc que la rareté peut jouer 2 fois. Rareté supposée de la viande et rareté toujours supposée de l'information. Des chercheurs coréens se sont eux intéressés à l'influence de pubs pour des boutiques en ligne contenant des éléments d'urgence. Et évidemment, ils ont démontré que l'intention d'achat était multipliée si on introduisait de la rareté dans les messages. Et ce qui est intéressant dans ces recherches, c'est qu'ils ont aussi montré que cette influence était plus importante si on s'y connaissait pas trop sur le produit en promo ou si nous intéressait pas plus que ça. Ceux qui ont couru acheter du PQ en mars dernier savent de quoi ces chercheurs parlent. Il y a peu de chances que vous soyez des passionnés de papier toilette, mais sa rareté soudaine nous a rendus très sensibles au Lotus ou au Moltenel triple épaisseur. Papier hygiénique de douche. Je découvre avec Un autre univers, allons-y. Pour vos fesses, vos petites fesses, quand ça presse, faites vite le bon choix, papier cul, doudou, souple et solide à la fois. L'utilisation de la rareté dans la vente, c'est un vrai sujet glissant. Tout le monde sait que c'est le moteur facile d'une promo. Et tout le monde sait que les vendeurs en abusent. Le truc,
C'est surtout que ça marche. Brian Wansing, un professeur de marketing de l'université de Cornell, a par exemple réalisé une expérience qui portait sur des conserves de soupe. Il les a placées en promo dans 3 supermarchés avec 3 conditions différentes. Dans le premier, elles étaient juste à moins 10%. Dans le deuxième, elles étaient à moins 10% et on pouvait pas en acheter plus que 4 par passage en caisse. Et dans le troisième, elles étaient toujours à moins 10%, mais le volume par passage en caisse passait à une limite de 12. Résultat, les mêmes conserves au même prix étaient achetées dans des volumes complètement différents. Quand leur nombre n'était pas limité, les clients en achetaient 3,3 en moyenne. Quand elles étaient limitées à 4, ils en achetaient 3,5, ce qui fait pas une grosse différence, comme on est très près de la limite. Mais quand elles étaient limitées à 12, ils en prenaient 7, 2 fois plus, juste par la grâce d'une rareté simulée. Voilà pourquoi, dès que vous visitez une maison, l'agent immobilier vous dit qu'il y a d'autres personnes sur le coup. Et voilà aussi pourquoi le Black Friday et son jour plus ou moins unique de remise débile a tant d'impact. Waouh, tu dénonces. Le problème, c'est qu'à force, c'est un peu comme le garçon qui crie au loup. Par exemple, ma camionnette m'a lâché il y a 2 semaines, et du coup je suis allé dans un garage pour voir ce qu'ils avaient en occasion pour la remplacer. Coup de bol, il y en avait une de disponible, pile dans mes prix. Évidemment, le vendeur m'a dit qu'elle pouvait partir d'un instant à l'autre et qu'il était plus prudent de me décider le plus vite possible et de la prendre. Eh Coco, je connais ce métier, ça va me faire le coup de la rareté. Je me suis accordé une demi-journée de réflexion, histoire d'en parler aussi à ma femme, et je suis revenu au garage le lendemain matin, bien décidé à acheter la camionnette. Sauf que c'était pas du bluff. Ils avaient effectivement vendu la camionnette dans l'après-midi. We have losers. We have losers. Il y a des situations où on vend des choses qui sont effectivement rares, et j'ai pas de problème particulier avec une orchestration de la rareté par saison. Par exemple, en faisant des campagnes ciblées dans la période de clôture des budgets, ou pour faire mousser un nouveau produit à sa sortie. Mais là où je peux juste vous recommander de ne pas forcer sur la rareté, c'est pour ceux qui ont la rareté tournante. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, ils ont toujours une partie de leur catalogue qui est en tension. C'est efficace à court terme, mais sur le long terme, ça détruit juste la relation de confiance entre un vendeur et son client. À mon très humble avis. Plus c'est rare, plus c'est cher. C'est pas qu'une expression, c'est vrai, on vient de le voir. La rareté rend les choses plus attirantes, d'autant plus si cette rareté est la preuve que d'autres personnes s'y intéressent, et si tout laisse à penser que c'est pas fini, et que cet objet sera de plus en plus rare dans le futur. C'est pour ça que je vais mettre en place une nouvelle politique. Cet épisode sera en ligne pour 48 heures. Ensuite, il s'autodétruira. Alors dépêchez-vous de le partager avec un ami, un proche ou un comptable, tant qu'il en est encore temps. Bon, évidemment, je rigole. Encore que j'ai vu des youtubeurs dire ça très sérieusement. Et je voudrais pas que le biais de rareté vous mette plus de pression que ce qu'il fait déjà. Parce que ça a des conséquences, et on va en reparler. À bientôt.